vraies voix Sud Radio. Je suis animé par une ambition, et une seule, servir, être utile à mon pays. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Je dis que ma détermination à agir pour les valeurs de la République est intacte. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Et comment continuer à exister dans le paysage quand on a été trop brièvement un très jeune Premier ministre? Gabriel Attal a fait adopter par l'Assemblée une proposition de loi sur la délinquance des mineurs hier, avec notamment la remise en cause de l'excuse de minorité en cas de cas graves. Oui, exactement. Lorsque Gabriel Attal est de retour, est-ce qu'il marque son retour dans la vie politique ou du moins en plein centre de la vie politique? C'est la question qu'on va poser à notre invité Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour, bonsoir même. Il sera là dans quelques instants. Oui, il est sur le pas de la porte. Voilà. C'est ça, avec cette question, délinquance des mineurs, la lutte de Gabriel Attal peut-elle exister après Matignon, Philippe Bilger? La loi, d'abord sa loi qui a été votée, on l'a dit hier, de mon point de vue, elle était très bonne. Elle n'était pas parfaite, quelle loi pourrait l'être, mais elle apportait beaucoup par rapport à la loi catastrophique de 2021. Ensuite, Gabriel Attal est tout de même une personnalité singulière. D'abord, tout le monde lui reconnaît un grand talent. Il est, me semble-t-il, indiscutable. Ensuite, il a été très déprimé par la dissolution dont on ne l'avait pas informé. Et puis, on l'a beaucoup moqué parce qu'on prétendait qu'il n'aurait pas de véritable densité intellectuelle, qu'il serait instable, qu'il changerait d'opinion comme de chemise. C'est peut-être vrai. Mais depuis quelque temps, me semble-t-il, il a pris un peu de densité. Et c'est à l'évidence un jeune homme encore, qui aura un futur politique et peut-être, qui sait, un jour présidentiel. Moi, j'aime les gens talentueux, qu'ils soient de gauche, c'est pour ça que j'aime Bruno, comme de droite. Si la gauche, pour vous, c'est Bruno Pomar, c'est intéressant. J'adore. Pierre-Yves Martin. Oui. On vous a entendu rigoler, Pierre-Yves Martin. Non, mais parce que j'adore quand Philippe Bilger parle de Gabriel Attal. Il a comme ça quelques personnalités qui sont proches de son cœur. J'ai l'impression. Il y a une sorte de passion qui s'exprime. En fait, je suis pas complètement d'accord avec toi, Philippe, parce que je trouve que Gabriel Attal, est quand même dicté par un impératif de communication. Et donc du coup, je peux pas m'empêcher à chaque fois de m'interroger sur le fond de sa démarche. Et voilà. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, après Matignon, c'est certainement été difficile pour lui d'exister. Je suis pas sûr qu'une loi, une approche comme ça législative, soit le meilleur levier pour exister dans la durée. Parce que dans quelques semaines, on aura déjà oublié. Et puis le troisième élément, c'est que une loi, c'est bien. Mais des moyens, c'est encore mieux. Et en fait, moi, je suis toujours confronté à cette justice qui traverse une crise de moyens, de valorisation. Et je me dis, qu'on remette une loi, c'est très bien, mais concrètement, est-ce que la justice a les moyens aujourd'hui, les ressources aujourd'hui, pour gérer toute cette évolution législative? Non, moi je dis non. Bruno Pomar. Je dis non. Moi, c'est vrai que j'aime bien Gabriel Attal. Je le connais plus personnellement pour avoir travaillé avec lui sur le SNU, qui malheureusement disparaît. Le service national universel. Service national universel. Moi, je trouve que des lois, il y en a plein. Enfin, je passe sous le contrôle de Philippe. Des lois, il y en a. Il y a pour sanctionner les jeunes, il y a des établissements pour mineurs, il y a des centres éducatifs fermés, il y a des centres éducatifs renforcés. L'excuse de minorité. Ça fait pas beaucoup. Pardon. Vous avez déjà cité trois trucs là ça fait pas une espèce d'accumulation qui finalement sert pas à grand chose. Oui, mais c'est des établissements qui servent à recevoir des mineurs. Mais quelle est la vraie question? C'est que font les juges, quoi? Parce qu'au bout du compte, Philippe, vous savez mieux que moi, je veux dire, à un moment donné, c'est le juge qui décide de vous mettre ou non en prison.
c'est pas vous ou moi, c'est pas la loi. La loi dit quelque chose et puis on applique. Et c'est là où il faut se poser une bonne question, c'est de dire comment prendre en charge cette problématique des mineurs. Évidemment, on voit de la violence, etc. Alors moi, je pense qu'il y a aussi un coup de com' de la part de Gabriel Attal sur ce sujet-là. C'est évident, il a envie d'exister. Il se dit, c'est le moment parce qu'on parle que des mineurs qui poignardent, qui tuent des gens, effectivement. Mais c'est très cynique si c'est ça, pardon. Pardon ? C'est très cynique si c'est ça. Oui, mais les lois existent. Bon, excusez-moi, on les met en prison, ces mineurs. Les établissements pour mineurs, ou on les adapte, les établissements pour mineurs. Mais tout ça existe. Qu'est-ce qu'on fait ? Si les juges décident demain de dire, il est trop jeune, il est pas assez jeune, ou je ne sais quoi. Enfin, je crois que c'est ça avant tout. L'idéologie de la justice, d'une certaine partie de la justice, nous plombe considérablement. Donc on peut inventer tout ce qu'on veut. C'est comme le coup des EQTF. On les renvoie, on ne peut pas les renvoyer parce que la loi ne le permet pas. Ok, à un moment donné, les juges ont une responsabilité, mais qui est essentielle. Alors est-ce qu'il ne faut pas, pour éviter que ce soit un seul juge qui décide, qu'on mette 3 juges ? Alors on sait qu'on a des problèmes d'effectifs, mais enfin, je sais pas. Il y a des choses qui existent, on n'est pas capable de les appliquer. Quand un jeune fait une connerie, on le fout dans un centre éducatif fermé, on renforce peut-être ces centres éducatifs fermés parce qu'ils ne sont pas tous parfaits. Moi j'en ai un sur mon site, ça a été une vraie question sur le sérieux de cet établissement, mais pour autant on a des possibilités, encore une fois, de mettre des jeunes dans des structures, de les encadrer, de les rééduquer. Alors concrètement dans cette loi il y a plusieurs mesures, notamment l'atténuation de l'excuse de minorité, la comparution immédiate qui est facilitée, la responsabilité responsabilité civile solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés pour leur enfant. En gros, faire payer les enfants, leur faire payer une amende civile. Mais aussi, ça existe déjà, je crois. Mais est-ce que c'est appliqué ? Non, mais bien sûr. C'est la question. Mais parce qu'on hésite toujours pour la responsabilité des parents. Mais là où je rejoins Bruno, c'est moins le fait que les magistrats ne décident pas de les mettre dans les centres, c'est qu'il y a une regardez ceux qui avaient tué le Elias là. Il y avait des choses contre eux. Elles n'ont jamais été exécutées. Rien n'a été exécuté. C'est le gros problème, plus que l'exécution des peines pour les adultes comme pour les enfants. Et pourquoi elles ne sont pas exécutées ? Mais parce qu'on prétend qu'il y a des problèmes de moyens. Donc c'est faux. Mais là, le point de vue que j'ai est totalement singulier. Même quand j'étais magistrat, j'avais l'impression que le problème des moyens devenait un véritable alibi. J'en avais marre. J'en avais assez. Mais quand on veut, attendez, parce qu'on comprenne bien, un problème de moyens, à quel niveau en fait ? Je dirais, il n'y aurait rien de choquant si on augmentait, par exemple, les centres éducatifs fermés, si on augmentait les magistrats, si on augmentait ceux qui sont autour des magistrats. Mais, comme le dit Jean-Marie, j'ai tendance à considérer que lorsqu'on veut vraiment, on le peut. Et bon, donc on veut pas aujourd'hui. Mais regarde, on veut pas. Regardons, on parle des courtes peines. Moi, je suis favorable aux courtes peines. C'est-à-dire, tu fais la première fois, tu fais une connerie, tu pars un mois de immédiate. Oui, immédiate. Oui, d'accord. Mais quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Un mois où ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre des centres, moi je peux bien recevoir, j'ai un domaine où je reçois des jeunes toute l'année, à la limite, je peux en enfermer pendant un mois, mais après ça, on les enferme. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les rééduque, on leur apprend des choses, on leur apprend les règles de la vie pendant un mois. Mais le simple fait, à la première incartade, premier délit, de les mettre même 15 jours en prison, comme le dit le pédopsychiatre Maurice Berger, c'est décisif. Alors attention aussi la santé mentale de certains jeunes, parce que quand même pour en avoir moi depuis des années en stage de rupture etc, on a des jeunes, les jeunes que je recevais il y a 34 ans sur Red Aventure sont plus les jeunes que je reçois maintenant. C'est-à-dire ils deviennent hyper durs. Moi j'ai des éducateurs spécialisés qui sont formés pour aller vers ces jeunes. Vous avez un exemple concret par exemple de scène que vous voyez violent, vous voulez dire? Oui, dans le comportement. Dans le comportement des jeunes qui pètent les plombs facilement parce que ils n'ont pas assez de mots pour s'exprimer et ils réagissent par la violence, ils se battent, mais de façon... enfin, j'ai eu des expériences, heureusement, qui se sont vite arrêtées parce que j'ai des équipes solides, mais que j'ai pas connues il y a 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes psychologiques. On le voit avec le gamin, là, le petit gamin qui a tué. Ce gamin, c'est un introverti. De la petite Louise, on peut le rappeler. Owen le Grand. Ce gamin était introverti. Quand on voit tout le déroulement de sa vie,
introverti à l'école, peut-être même un peu, il a joué les racailles parce que en étant introverti, à un moment donné, il s'est dit ouais, moi je vais là. Et puis à un moment donné, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il poignarde 15 fois cette gamine. Oui, avec un tout ça, avec les jeux vidéo, etc. Et pourtant, il a un encadrement familial qui paraît tout à fait normal. Un père banquier, une mère DRH. On est fou. Ces gens-là, il faut les prendre en compte, vraiment les encadrer. C'est là où on pêche. Il faut de l'humain derrière pour tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Philippe Bilger, dans un instant, le tour de table de l'actu. Les chauffeurs de bus agressés. Avec vous, Pierre-Yves Martin, votre... Concentrez-vous. Je parle avec mon ami. Bah oui, c'est à vous de parler, votre sujet. Alors voilà. Non, mais moi, c'est la cohérence de l'écologie. Vous allez nous parler de très bien. Pomard, monsieur Pomard. L'excellent projet de loi de madame Ercélia Soudé. D'accord. Encore une fois, Pierre-Yves Martin, vous pouvez continuer votre conversation. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.